Alors bonjour à tous et à toutes, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter des résultats de recherche en lien avec les interventions en espace clos et puis particulièrement la préparation des interventions en espace clos et toute l'analyse de risque qu'il faut faire avant d'intervenir pour choisir les bons moyens de prévention. Alors ça me fait particulièrement plaisir parce que ça a été le sujet de mon doctorat qui a été fait sous la supervision de Yuvin Chinia à l'École polytechnique de Montréal, Ali Baloul, et je tiens également à mentionner la participation de Brigitte Roberge à ce projet-là. Alors mon défi aujourd'hui est double, c'est de présenter le projet de recherche, qui était donc, le but était de développer un outil d'analyse pour les entreprises pour analyser les risques en espace clos, et dans un deuxième temps, de présenter l'outil de valorisation qui en a découlé. Finalement, c'était un site internet, vous allez voir. Je vais essayer de garder le maximum de temps pour vous présenter l'outil, le résultat concret, plutôt que de parler plus de la méthodologie, comment est-ce qu'on y est arrivé. Je vais garder plus de temps pour vous présenter le résultat, ça va être plus concret. Je tiens à mentionner la participation de Marie-France Damour, Linda Savoie, Améziane Médour, Isabelle Vézina et les membres du comité de suivi pour le développement de l'outil de valorisation. Ils ont fait un gros travail et c'était important de le mentionner. Alors pour commencer, je voulais vous présenter, vous mentionner qu'est-ce qu'était un espace clos. Je pense que c'est important de commencer par là. Un espace clos, c'est un espace qui est défini d'un point de vue réglementaire, que ce soit dans le règlement santé-sécurité au travail ou dans le code de sécurité des travaux de la construction. Et dans le RSST, on a la définition suivante. C'est un espace qui est totalement ou partiellement fermé, donc il y a une notion de confinement, et c'est un espace qui présente trois caractéristiques. Premièrement, c'est un espace qui n'est pas conçu pour être occupé par des personnes, mais parfois il va falloir y rentrer, donc pour faire de l'inspection, du nettoyage, de la réparation. C'est la première condition. La deuxième condition qu'il va falloir avoir, c'est que l'entrée dans l'espace, il va falloir que cette entrée soit difficile, avec une voie restreinte, comme on dit dans le règlement. Donc typiquement, il ne va pas y avoir de porte ou d'escalier, on va avoir des trappes avec des dimensions réduites, typiquement. Et le troisième point, pour qu'un espace soit considéré comme un espace clos, c'est qu'il faut qu'il y ait des risques à l'intérieur. Et la définition au Québec sur ce point-là est assez large, contrairement à d'autres provinces, par exemple au Canada. Donc à partir du moment où il y a des risques, on considère que cette condition est remplie. Donc, concrètement, je vous ai mis quelques exemples ici d'espaces qui peuvent être considérés comme des espaces clos. Vous avez ici un trou d'homme, ce qu'on appelle un trou d'homme, donc un espace clos vertical. Vous avez ici un exemple d'espace clos plus à l'horizontale, donc des canalisations, des tuyauteries. Je vous ai mis ici l'exemple d'une cuve dans le secteur plus chimique. Donc parfois, il va falloir rentrer dans ces cuves-là pour faire du soudage. Des citernes de camions dans le secteur du transport. Ici, vous avez une entrée d'un réservoir de pétrole, donc dans le secteur pétrolier. Dans le secteur agricole, on retrouve des silos et également des fosses et des pré-fosses alisiers. Et ici, je vous ai mis aussi une entrée d'une cale de navire, donc dans le secteur maritime. Donc vous voyez que les situations peuvent être variées, les secteurs d'activité concernés aussi sont très variés, ce qui fait en sorte que c'est une problématique qui est assez complexe à aborder dans son ensemble, et c'est ce qu'on a essayé du coup de faire dans ce projet de recherche. Donc à partir du moment où un espace est considéré comme un espace clos, il y a toute une réglementation qui s'applique. Que ce soit dans le RSST à la section 26 ou dans le Code de sécurité de la construction à la section 3.21. Vous voyez ici, on a des obligations en termes de formation, de cueillette de données, donc de préparation, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de mesures de gaz, des protections respiratoires, de protection contre les chutes, de surveillance, de ventilation, de sauvetage, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je n'ai pas le temps, mais il y a toute une série d'articles qui s'appliquent. On a également au Canada une norme, la norme CSA Z1006, qui s'applique et qui donne plus des informations en termes de gestion. Donc de programmes, de rôles et responsabilités, de procédures avant d'entrée, de formation et d'audit. Tout ça pour dire que le travail en espace clos est très réglementé et très encadré, mais malgré ça, il y a encore chaque année beaucoup d'accidents et d'accidents mortels. Donc vous voyez ici le détail des accidents mortels au Québec sur la période 1998-2011. C'est un travail qu'on a fait. On a étudié tous les rapports d'accidents mortels enquêtés par la CNSST. On a essayé de retrouver tous les accidents pour bien dénombrer, pour bien mesurer la problématique. Donc vous voyez que sur la période, on a recensé 40 décès au cours de 32 événements, ce qui donne une moyenne environ de 3 décès par année, ou encore 4% des décès suite à un accident du travail sur la période au Québec. Et ce qui est assez particulier, c'est que vous voyez qu'il y a 32 événements pour 40 décès. Ça veut dire que dans certains cas, il y a eu plusieurs morts, et souvent, c'est des tentatives de sauvetage qui ont été improvisées, qui ont échoué. Donc un collègue de travail qui a voulu sauver une personne en détresse dans l'espace clos ou quelqu'un de sa famille, et dans le secteur agricole surtout, qui est également décédé. Ce qui fait en sorte que c'est des événements qui sont quand même médiatisés et pour lesquels il y a encore
place à la sensibilisation et à l'amélioration. Donc l'objectif de la recherche, au début, tout au début, on s'était dit on va travailler sur les espaces clos, puis on va travailler sur la réduction des risques, sur les moyens pour réduire les risques dans les espaces clos, mais on s'est aperçu qu'il était nécessaire de faire un pas de recul et de s'intéresser à la préparation. On s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de lacunes, notamment dans l'analyse de la situation, et l'objectif du coup a été de développer un outil pour les entreprises, pour les aider à faire cet exercice-là de préparation de façon plus systématique, de façon plus exhaustive. Alors, le projet était divisé en deux, comme on peut dire. Dans un premier temps, c'était de récolter de l'information existante, que ce soit dans la littérature ou en entreprise, notamment pour identifier les lacunes, les besoins, mais également ce qui se faisait de bien pour pouvoir le réutiliser dans notre démarche ensuite que l'on a développée dans un deuxième temps. Et cette démarche a été validée en entreprise et ensuite a fait l'objet d'un outil de valorisation. D'un point de vue méthodologique, je vais passer rapidement, mais je voulais vous mentionner quand même quelques éléments, notamment la collecte de données sur le terrain, qui était quand même le cœur du projet de recherche. Si vous voulez plus d'informations sur cette partie-là, le rapport est un peu plus détaillé. Il faut savoir qu'on est allé dans 15 entreprises, des entreprises qui faisaient de la gestion des risques pour les interventions en espace clos, parce qu'on voulait des entreprises qui avaient de l'expérience et pouvoir profiter de leur retour d'expérience sur le sujet, de voir quelles étaient encore leurs difficultés, mais également qu'est-ce qu'ils avaient réussi à mettre en place qui pouvait être utile pour l'ensemble des entreprises. Donc on a varié l'échantillon en termes de secteur d'activité, de taille d'entreprise, de nombre d'entrées en espace clos par année, ce genre de choses-là, pour avoir donc un spectre assez large. On a fait des entrevues semi-dirigées, des observations d'entrée en espace clos, on a recueilli la documentation. Globalement, c'est ça qu'on a fait, puis on a fait une synthèse de tout ça qui est disponible dans le rapport. Concernant le développement de la démarche, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les normes sur le sujet en gestion des risques, que ce soit la norme ISO 31010 ou la norme en sécurité des machines, et on a appliqué les principes qui sont émis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on fait une analyse de risque, une appréciation du risque, et on l'a appliqué finalement aux espaces clos comme on peut l'appliquer à une machine industrielle. Alors, je vais vous résumer les différentes étapes, vous les connaissez, je pense, pour la plupart. Qu'est-ce qu'on doit faire en gestion du risque? Je sais que François va en parler dans la deuxième présentation plus en détail, alors je vais quand même passer rapidement. La première étape, c'est quand on a un système, ce qu'il faut faire, c'est identifier les dangers associés à ce système-là, qu'ils soient mécaniques, électriques, ergonomiques, etc. À partir de là, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'estimation, c'est-à-dire qu'on va donner un niveau, un indice, un repère par rapport à ce danger-là, par rapport à cette situation à risque. La troisième étape, à partir de là, c'est de dire est-ce que notre risque est acceptable, oui ou non? Donc en fonction des repères qu'on s'est donnés, en fonction des critères que l'on a dans l'entreprise et de l'estimation des risques qu'on a fait précédemment, on va être capable de dire si notre risque est acceptable, oui ou non. S'il ne l'est pas, il va falloir le réduire. Et ensuite, il va falloir vérifier que le risque résiduel, donc avec les mesures que l'on a mis en place, soit cette fois-ci acceptable. Donc je dirais que c'est les 5 étapes de façon assez classique qu'on retrouve dans les normes et que l'on a utilisées. Pour développer l'outil, on a aussi utilisé les outils existants, bien sûr. Et on a validé, comme je disais, en entreprise, une dizaine d'entreprises. On a développé un prototype sous Excel. On l'a validé. Et ça a beaucoup aidé après pour le développement du site web que je vais vous présenter par la suite. Également, le comité de suivi nous a beaucoup aiguillé pour identifier les besoins à ce niveau-là. Donc avant de vous présenter l'outil concrètement, j'ai sélectionné quelques résultats au niveau de la recherche. C'est 4 éléments qu'on a identifiés qui étaient, disons, problématiques, où il y avait certaines lacunes, qu'on a essayé de régler avec notre outil, en tout cas de faire du millage par rapport à ça. Donc, le premier besoin qu'on a identifié, c'est l'aspect multidisciplinaire. Quand on aborde le sujet des espaces clos, c'est surtout une problématique d'hygiène industrielle. Donc, on parle beaucoup de risques atmosphériques, donc que ce soit les intoxications, les asphyxies, les explosions. D'ailleurs, ça se retrouve dans les statistiques d'accidents aux États-Unis notamment, où on voit que les accidents qui ont été retenus sont juste ceux en lien avec les risques atmosphériques et que les autres n'ont pas été forcément retenus. Alors, quand on a fait notre analyse au Québec, on s'est aperçu que la problématique était beaucoup plus variée que ça. Oui, les risques atmosphériques, c'est quand même le risque principal. C'est à peu près un tiers des accidents, comme vous voyez ici, les intoxications plus les explosions. Mais il y a quand même 2 tiers d'accidents mortels qui sont dus à d'autres choses. Oui, c'est peut-être pas des risques qui sont spécifiques aux espaces clos, mais c'est des risques quand même qui se matérialisent d'une certaine manière dans ces espaces-là. On parle notamment de problèmes de machinerie, donc de cadenassage, de non-application du cadenassage, d'ensevelissement, de chute de hauteur, de chute d'objets, de noyade, d'électrocution.
Donc l'outil permet de répondre à ce besoin-là, d'aborder ce sujet-là avec de façon multidisciplinaire. D'ailleurs, dans l'équipe de recherche qu'on a montée, il y avait cet aspect de multidisciplinarité avec de coopération entre les champs. Deuxième besoin auquel on a essayé de répondre, c'est l'aspect systématique de l'analyse. Typiquement, en entreprise, ce qu'on voit, c'est que la personne qui est en charge d'analyser l'entrée, elle utilise une checklist prédéterminée qui est souvent assez sommaire et qui ne prend pas forcément en compte les éléments de contexte. Donc la personne, juste avant d'entrer, va devoir cocher les éléments qui se retrouvent par rapport à la situation, ce qui fait en sorte que ça amène une certaine variabilité. Ça dépend beaucoup de la personne, de l'expérience de la personne, de la connaissance de l'espace clos. Ça va être correct dans bien des cas, mais si cette personne-là n'est pas là le jour où on fait une entrée et qu'on le remplace par une personne qui a moins d'expérience, ça amène une certaine variabilité. Alors l'outil qu'on a développé, on a une approche un peu différente. Ce qu'on fait, c'est qu'on questionne la personne. On a une série de questions et du coup, on oblige la personne qui fait l'analyse à y répondre et à aller chercher les informations nécessaires. Donc l'outil oblige la personne à prendre en compte l'ensemble des facteurs associés à la situation. Ça rend l'analyse plus systématique. Le troisième besoin auquel on a essayé de répondre, c'est qu'on s'est aperçu pour les espaces clos que les entreprises faisaient surtout de l'identification des risques. Donc la première étape dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est très important, mais la culture par rapport aux espaces clos, contrairement peut-être à d'autres domaines, c'était de s'arrêter là. Les aspects d'estimation, d'évaluation des risques résiduels, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu sur le terrain. Ce n'était pas très ancré comme culture. D'ailleurs, vous voyez ici, ce que je vous ai mis, c'est les sujets qui étaient abordés dans les programmes de gestion des entreprises. Et sur l'ensemble des entreprises, vous voyez que l'aspect de l'estimation des risques n'est pas abordé, alors que c'est un thème qui est abordé dans la norme sur les espaces clos. L'aspect de conception sécuritaire non plus, d'évaluation des risques et d'audit, donc de vérifier que les mesures qu'on a mises en place sont adéquates et du coup que notre risque résiduel est acceptable. C'est des sujets qui ne sont pas traités. Alors l'outil amène un certain nombre de réflexions à ce niveau-là et permet d'aller un petit peu plus loin si l'utilisateur le veut. Et le dernier point qui est assez important pour les entreprises, c'est le sauvetage. Lorsqu'on parle d'espace clos en entreprise, le sujet du sauvetage prend beaucoup de place parce qu'à partir du moment où on fait une entrée en espace clos, il va falloir prévoir les mesures de sauvetage si ça tourne mal. Alors, ce qu'on voit à l'heure actuelle en entreprise, c'est qu'ils investissent beaucoup pour pouvoir faire du sauvetage sans entrée, de ne pas avoir besoin d'entrer dans l'espace clos pour sauver la personne. Donc, la personne va avoir un harnais, elle va être attachée à une ligne de vie, on va utiliser un trépied ou une potence. Avec un récupérateur, on va pouvoir la sortir si ça tourne mal. Par contre, il faut savoir que le sauvetage sans entrée n'est pas toujours possible. Et cette réflexion-là n'est pas toujours bien menée dans les entreprises. Il y a des fois où il va falloir rentrer. Si la personne se détache, parce qu'elle est obligée de rentrer dans l'espace clos à certains endroits, il va falloir qu'elle se détache. Ou la personne a une blessure grave, on ne va pas pouvoir la remonter avec un treuil, ça va aggraver la situation. Alors, ces éléments-là ne sont pas toujours bien statués dans les entreprises et parfois il va falloir rentrer. Et l'outil va permettre de donner les réponses par rapport à ça. Et s'il faut rentrer, il faut le prévoir parce que, je pense que certains d'entre vous le savent, mais on ne peut pas toujours compter sur les pompiers municipaux pour faire du sauvetage avec entrée. Les délais sont de 1 heure à 1 heure et demie, donc l'aspect d'urgence, ça va être difficile à gérer parce que les pompiers, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils installent leur matériel, qu'ils regardent c'est quoi la situation avant de sortir la personne. Sachant qu'il y a juste 65 des 800 services incendies qui sont formés pour entrer en espace clos sur les plus de 1000 municipalités, d'après les derniers chiffres que l'APSAM nous avait fournis. Voilà, alors ça fait un peu le tour par rapport à la recherche. Je suis allé un peu vite, j'ai fait quelques sélections. Ça va nous laisser un peu de temps pour aller voir concrètement l'outil. Alors l'outil, c'est un site web. Vous avez l'adresse ici, irsst.qc/eclos. C'est un site web qui est gratuit, qui est disponible en français et dans les jours qui suivent, normalement en anglais, et qui est compatible avec tous les types de supports numériques, que ce soit les tablettes, etc. Ça peut être des fois utile d'aller sur le terrain en utilisant l'outil. Alors, on va y aller directement. Okay. Donc, la page d'accueil, quand on arrive sur l'outil, c'est celle-là. Donc, on ne voit pas très bien, mais ce n'est pas plus grave que ça. C'est que sur la page d'accueil, on a à qui s'adresse l'outil. Alors, l'outil s'adresse à des personnes qui sont en charge de faire l'analyse de l'entrée. Ça ne s'adresse pas forcément à la personne qui va entrer dans l'espace clos. Ces personnes-là vont être consultées au cours du processus d'analyse, mais la personne qui fait l'analyse, souvent, ce n'est pas la personne qui entre. C'est important. Et aussi, on précise que c'est une démarche en 5 modules. Vous allez voir, je vais y revenir juste après. Si on navigue un peu dedans, on a un onglet qui permet,
connaître un peu plus l'outil, une vidéo de présentation, des aspects de confidentialité aussi qui peuvent être importants parce que vous allez voir, on rentre des informations sur l'entreprise dans l'outil. C'est des questions souvent que les entreprises se posent. Ces éléments-là sont assez clairs dans l'outil. On a également une boîte à outils, notamment les questionnaires. Vous allez voir dans les modules 1 et 2, il y a des questionnaires, donc on les rend disponibles à ce niveau-là, des questionnaires vierges. Là, ce que je vous montre, c'est du contenu qui est disponible pour tout le monde, accès libre, alors que la partie, le cœur de l'outil, il va falloir créer un compte pour pouvoir y accéder. Je vais juste y revenir juste après. Juste vous montrer qu'il y a des études de cas aussi, des lexiques, et ce genre de choses, des choses assez classiques. Donc, si on va avoir accès au cœur de l'outil, donc pouvoir faire les analyses dans un espace clos, il va falloir créer un compte. C'est un choix qu'on a fait parce que ça donnait beaucoup plus de possibilités. L'analyse, avant d'entrer, peut être assez longue, donc on voulait laisser la possibilité à l'utilisateur de commencer son analyse, de pouvoir y revenir plus tard, de pouvoir rajouter des espaces clos plus tard, de faire des modifications, etc. Donc le fait de créer un compte, c'est sûr que ça peut des fois faire en sorte que les gens n'utilisent pas l'outil, mais en même temps, c'était nécessaire pour laisser beaucoup plus de possibilités à l'utilisateur. Mais ça reste un outil gratuit. Donc, lorsqu'on rentre dans la page « Mes dossiers », et là où sont nos analyses, on arrive à une page qui ressemble à ça. Alors ici, vous voyez, ici, j'ai déjà fait une analyse pour un espace clos et une intervention dans l'espace clos. Avant de rentrer dans le détail, je veux juste vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, on a 5 modules. Donc, la façon dont ça marche, c'est que l'utilisateur n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'analyse pour avoir des résultats. Ça va dépendre de son besoin. Il peut s'arrêter après chaque module. Par contre, pour avoir accès au module 2, 3, il va falloir qu'il ait fait les modules précédents. Ça, c'était pour laisser de la flexibilité à l'utilisateur. Ce n'est pas tous les utilisateurs qui vont vouloir aller jusqu'à l'estimation du risque. Et c'était un besoin qui était important. Donc, le module 1, c'est un questionnaire, 11 questions sur l'espace clos. Ça permet de décrire la conception d'espace clos, son contenu, son environnement. Le module 2, on a un autre questionnaire sur l'intervention cette fois-ci, parce que les risques peuvent venir de l'espace clos, mais ils peuvent également venir de l'intervention qu'on va faire à l'intérieur. 12 questions sur le travail à faire, etc. Et à partir de là, l'outil donne des informations sur les conditions de sauvetage, dont je vous parlais tout à l'heure. Et au module 3, l'outil propose une liste de dangers potentiels en fonction des 23 réponses qu'on a données précédemment. Donc il les génère automatiquement, il y a une grille de conversion. Et là, l'utilisateur, au niveau du module 3, a juste à retenir ou à refuser les dangers qui sont proposés, en sachant qu'il ne devrait pas en refuser trop normalement, puisque ça a été quand même optimisé pour que ce soit relativement efficace. Et les dangers sont proposés sous 7 familles: atmosphérique, chimique, biologique, chute, mécanique, physique et ergonomique. Ça reprend l'aspect multidisciplinaire dont je vous parlais tantôt. L'utilisateur peut décider de continuer au module 4 en choisissant les moyens de prévention associés à chaque danger retenu, avec des listes de moyens de réduction du risque adaptés pour chaque famille. Et au module 5, l'estimation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on laisse la possibilité à l'utilisateur d'estimer le risque. Ce module-là a été basé beaucoup sur les résultats de la recherche dont va vous parler François juste après, notamment les grilles de gravité et de probabilité pour estimer le risque. Ça a été basé sur ces résultats de recherche. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'utilisateur d'estimer les risques sans moyen de prévention et d'après d'estimer les risques avec les moyens de prévention qu'il a choisis. Ce qui permet au final d'obtenir un graphique sous cette forme-là qui permet de communiquer l'information aux utilisateurs et même aux gestionnaires. On ne voit pas très bien, mais ce qu'on retrouve finalement, c'est les 7 familles de dangers avec, en orange, l'estimation pour chaque famille du danger sans moyen de prévention, et en vert, avec l'exemple que j'ai ici, avec les moyens de prévention choisis. L'étape d'estimation, ça reste une étape qualitative, mais ça permet quand même de quantifier les choses et de vérifier, de faire preuve de diligence raisonnable et de vérifier que les risques résiduels sont réduits adéquatement. Donc, je vais utiliser les quelques minutes qui me restent pour naviguer dans cette page-là. Donc, ici, j'ai un espace clos qui est déjà rentré. J'ai la possibilité d'ajouter d'autres espaces clos, bien sûr. Donc, quand je rentre sur ajouter un espace clos, c'est le module 1 qui s'affiche. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais vous avez la série de questions donc, sur l'espace clos. C'est quoi son contenu? Est-ce qu'il y a des drains? Est-ce qu'il y a de la machinerie à l'intérieur? Vous voyez le genre de questions. Est-ce qu'il y a de l'écoulement libre? On oblige la personne à se questionner sur tous ces éléments-là. Également, les éléments par rapport à l'entrée, l'environnement autour de l'entrée, puisque les risques peuvent venir d'éléments qui se trouvent à proximité de l'entrée, donc des travaux, des gaz qui peuvent migrer d'une station d'essence à proximité, ce genre de choses-là. C'est tous les éléments qui sont abordés dans le questionnaire, surtout si on coche
oui, on a la possibilité d'avoir plus de détails. Ça, c'est pour le module 1. J'ai aussi la possibilité, si j'ai déjà fait des espaces clos, de dupliquer un espace clos. Ça peut être utile si on a des espaces clos qui se ressemblent. Si je duplique l'espace clos, donc vous allez voir ici, j'ai une copie. Donc j'ai juste à retourner à l'intérieur pour faire les modifications qui s'appliquent. Ça peut permettre de gagner du temps. Et j'ai toujours la possibilité de supprimer les analyses que j'ai déjà faites. Donc une fois qu'on a fait le module 1, ensuite on va pouvoir rentrer des interventions dans l'espace clos. Encore une fois, j'ai déjà une intervention qui est faite ici, c'est inspection visuelle. J'ai la possibilité d'en ajouter une autre. Donc cette fois-ci, c'est le module 2 qui s'ouvre. Hein. On réutilise le module 1 pour toutes les interventions dans l'espace clos. Et donc là, la même chose. Des questions fermées, notamment, on pose des questions, ça va être quoi le travail à faire à l'intérieur? Est-ce que ça va être du nettoyage sous pression, du travail en hauteur? Et donc, à chaque fois qu'on a une réponse, on a une série de dangers potentiels qui peuvent être liés à ça. Là encore, j'ai la possibilité de dupliquer une intervention existante. Ça peut être pratique aussi. Donc, le même principe, vous voyez ici. Donc, OK. Juste, on va continuer. Donc, si on a rempli les 2 premiers modules, on a accès au module 3. Concrètement, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez ici, le logiciel me propose 20 dangers par rapport aux réponses que j'ai données. C'est beaucoup, ça peut être moins, ça peut être plus parfois. Et donc, comme je disais, l'utilisateur a la possibilité de retenir ou de refuser les dangers. Ici, pour l'exercice, j'en ai gardé juste 2. Je passe assez rapidement, mais c'est juste pour vous donner un peu un survol rapide. Une fois qu'on a rempli le module 3, on a accès au module 4, où on a juste les dangers qu'on a retenus au module précédent. Alors ici, j'en ai juste retenu 2 pour que ce soit plus visuel. Et comme je disais, donc pour les 2 dangers qu'on a, on peut choisir les moyens de réduction associés et on a une liste qui va de la conception sécuritaire jusqu'aux équipements de protection individuelle. Donc si je rentre dans les différentes sections, j'ai accès. Donc ici, c'était une intoxication. Je pense que j'ai dû cocher protection respiratoire appropriée. Il y a toujours moyen de donner plus de précision. Et les listes qu'on propose ici sont adaptées en fonction de la famille de dangers. Donc si c'est atmosphérique, ça va être ça. Si c'est chute, il va y avoir d'autres moyens qui vont être proposés pour que ce soit plus efficace. Et le dernier module. Donc vous voyez ici que je n'ai pas rempli le dernier module. Donc vous voyez que j'ai rempli les 4 premiers modules. Donc je peux m'arrêter mon analyse là, mais je peux la compléter plus tard ou je peux décider de ne jamais la faire. C'est juste que le PDF n'est pas accessible parce que je n'ai pas rempli le module. Mais dès qu'on finit un module, on a accès au PDF. Je vais vous les montrer rapidement juste après. Le module 5, s'il s'ouvre. La même chose, donc on a les 2 dangers qu'on avait retenus précédemment. Comme je disais, on cote la gravité et la probabilité sans moyen de prévention. On a ici le moyen de prévention qu'on a choisi au module précédent. Et on refait l'exercice en prenant en compte ces moyens de prévention, ce qui permet d'avoir une cote avant et après réduction du risque. Et on fait ça pour chacun des dangers. Donc vous voyez que ça peut être quand même assez long, mais ça permet, si on le souhaite, de faire la démarche au complet. Je vais juste vous montrer les PDF qu'on obtient rapidement. Le PDF du module 1, ça va être le questionnaire rempli pour garder des traces. Module 2, c'est la même chose, c'est le questionnaire rempli. Le module 3, on va avoir la liste des dangers qu'on a retenus et des dangers qu'on n'a pas retenus. Ça peut être intéressant de le documenter. Le module 4, pareil, la liste des dangers qu'on a retenus avec les moyens de prévention associés à chaque danger. Et le module 5, on a une synthèse de nos estimations avant et après réduction du risque avec le graphique qui se génère automatiquement, dont je vous ai parlé tantôt, avec les 7 familles de dangers. Ça, on l'a testé sur le terrain, puis les entreprises trouvaient ça très utile, notamment à la fois pour communiquer les risques aux travailleurs, mais surtout pour communiquer les risques à leurs gestionnaires, pour justifier les investissements qu'on va devoir faire par rapport à la situation, et également les sous-traitants qui doivent intervenir chez des clients. Le client, souvent, ne va pas faire l'analyse, c'est eux qui vont devoir le faire. Donc ça, c'était intéressant pour pouvoir communiquer avec leurs clients. C'est le genre d'éléments auquel on a discuté. Donc, ça fait le tour. Je passais un peu rapidement, là, mais je pense que ça vous permet d'avoir un bon aperçu. Juste pour terminer, je voulais vous mentionner que cet outil-là, il est utile pour les entreprises, mais il va être également utile dans un contexte de formation. Notamment les ASP, on en a discuté avec eux, vont peut-être l'utiliser dans leur formation sur les espaces clos. Les universités aussi, surtout en génie industriel, qui donnent des cours sur le sujet, vont l'utiliser. À Polytechnique, c'est sûr qu'ils l'utilisent déjà. Voilà. Puis au niveau retombées, on a fait 2 présentations qui étaient assez intéressantes. Une au tribunal administratif du travail sur le sujet, puis une au comité technique CSA lorsqu'ils ont révisé la norme sur les espaces clos. Donc on leur a partagé les résultats de notre recherche.
Et on a un projet de recherche qui s'en vient, cette fois-ci axé sur la réduction du risque et axé plus sur la conception sécuritaire. Donc, comment faire, par exemple, en sorte de ne pas avoir besoin d'entrer dans l'espace clos. Si on n'entre pas dans l'espace clos, on règle le problème, mais ce n'est pas toujours possible, mais parfois, ça pourrait peut-être l'être. Donc, on va essayer de faire des réflexions à ce niveau-là. Puis, juste pour terminer, je tiens à remercier encore une fois le comité de suivi, les membres du comité de suivi qui nous ont suivis tout au long du projet, et les entreprises participantes sans qui le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà.